Livraphone, avec immeuble d'autorisation des éditions Bernard Grasset, présente Le pendule de Foucault, troisième et dernière partie d'Umberto Eco. Tiferet. Rêver d'habiter dans une ville inconnue. Si Géboura est la séphira du mal et de la peur, Tiferet est la séphira de la bonté et de l'harmonie. Diotalevi disait, c'est la spéculation illuminante, l'arbre de vie, le plaisir, l'apparence purpurine. C'est l'accord de la règle avec la liberté. Et cette année-là fut pour nous l'année du plaisir, de la subversion ludique et du grand texte de l'univers, où se célébrèrent les épousailles de la tradition et de la machine électronique. Nous créions et en tirions des jouissances. Ce fut l'année où nous inventâmes le plan. Au moins pour moi, à coup sûr, ce fut une année heureuse. La grossesse de l'IA se poursuivait sereinement. Entre les éditions Garamond et mon agence, je commençais à vivre sans difficulté pécuniaire. J'avais gardé mon bureau de la vieille bâtisse de banlieue, mais nous avions restructuré l'appartement de l'IA. La merveilleuse aventure des métaux était désormais entre les mains des typographes et des correcteurs. Et c'est alors que M. Garamond avait eu son idée géniale. Une histoire illustrée des sciences magiques et hermétiques, avec le matériel qui nous arrive des diaboliques, avec les compétences que vous avez acquises, avec le conseil de cet homme incroyable qui est Agayé. Une petite année, et vous serez en mesure de réunir un volume grand format, 400 pages tout illustrées, des tables en couleur à couper le souffle, grâce au recyclage d'une partie du matériel iconographique de l'histoire des métaux. Et mais, objectai-je, le matériel est différent? Qu'est-ce que j'en fais de la photo du cyclotron? Qu'est-ce que vous en faites? De l'imagination, Casaubon, de l'imagination. Qu'est-ce qui arrive dans ces machines atomiques, dans ces positrons mégatroniques, passez-moi leur nom? La matière se réduit en bouillie. Vous y mettez du gruyère, et il en sort du quark, des trous noirs, de l'uranium centrifugé, ou que sais-je encore. La magie fait de choses, Hermès et Alec Hermès. En somme, c'est vous qui devez me donner la réponse. Ici à gauche, la gravure de Paracels, l'abracadabra avec ses alambics sur fond or, et à droite, les quasars, le mixeur d'eau lourde, l'antimatière gravitationnelle galactique, en somme. C'est moi qui dois tout faire. Celui qui me comprenait goutte et tripatouillait avec des œillères n'est pas le magicien. C'est le scientifique qui a arraché les secrets occultes de la matière. Découvrir le merveilleux autour de nous, faire soupçonner qu'un Monte Palomar, ils en savent plus que ce qu'ils disent. Pour m'encourager, il augmenta mes honoraires de façon presque sensible. Je me lançai à la découverte des miniatures du Liber Solis de Trismozin, du Mutus Liber de Pseudolule. Je remplissais les classeurs de pentacles, arbres séphirotiques, des camps talismans. Je fréquentais les salles les plus oubliées des bibliothèques. J'achetais des dizaines de volumes chez ces libraires qui naguère vendaient la révolution culturelle. Je frayais avec les diaboliques, désinvolte, comme un psychiatre qui se prend d'affection pour ses patients et trouve balsamiques les brises qui soufflent au milieu du parc séculaire de sa clinique privée. Peu après, il commence à écrire des pages sur le délire, puis des pages de délire. Il ne se rend pas compte que ces malades l'ont séduit, il croit qu'il est devenu un artiste. Ainsi naquit l'idée du plan. Diotalevi fut d'accord d'entrée de jeu parce que, pour lui, cela participait de la prière. Quant à Jacopo Belbo, je crus qu'il s'amusait autant que moi. À présent seulement, je comprends qu'il n'en tirait nulle réjouissance. Il y participait comme quelqu'un qui se ronge les ongles. Autrement dit, il jouait pour trouver au moins l'une des fausses adresses ou la scène théâtrale sans rang dont il parle dans le fil appelé Rêve. Des théologies de remplacement pour un ange qui ne serait jamais arrivé. Fil name, Rêve. Je ne me souviens pas s'il m'est arrivé de faire ces rêves l'un dans l'autre, ou s'ils se succèdent dans le cours de la même nuit, ou si simplement ils alternent. Je cherche une femme que je connais, avec qui j'ai eu des rapports intenses, à telle enseigne que je ne parviens pas à réaliser pourquoi je les ai relâchés. Moi, par ma faute en disparaissant de la circulation, il me semble inconcevable que j'ai laissé passer tant de temps. C'est certainement elle que je cherche. Mieux, elle au pluriel. Il ne s'agit pas d'une seule femme. Elles sont nombreuses, toutes perdues de la même manière par inertie.
Et je suis pris d'incertitude. Et une me suffirait, car ça je le sais, j'ai beaucoup perdu en les perdant. D'habitude, je ne trouve pas. Je n'ai plus, je n'arrive pas à me décider à ouvrir mon agenda où il y a le numéro de téléphone, et si même je l'ouvre, c'est comme si j'étais presbyte. Je n'arrive pas à lire les noms. Je sais où il se trouve. Ou bien, je ne sais pas quel est le lieu, mais je sais comment il est. J'ai le souvenir précis d'un escalier, d'un porche, d'un palier. Je ne parcours pas la ville pour retrouver le lieu, je suis plutôt pris dans une sorte d'angoisse, de blocage. Je continue à me tourmenter sur la raison pour laquelle j'ai permis ou voulu que le rapport s'abolisse. Ne serait-ce qu'en posant un lapin au dernier rendez-vous. Je suis sûr qu'elle attend un appel de moi. Si seulement je savais quel est son nom. Je sais parfaitement qui elle est, sauf que je ne parviens pas à reconstituer ses traits. Parfois, dans le demi-sommeil qui suit, je conteste le rêve. Essaie de te souvenir, tu connais et te rappelles tout, et tu as clos tes comptes avant tout, où tu ne les as pas ouverts. Il n'y a rien que tu ne saches localiser, il n'y a rien. Reste le soupçon d'avoir oublié quelque chose, de l'avoir laissé entre les plis de la sollicitude, comme on oublie un billet de banque ou un billet avec un renseignement précieux dans une mini-poche de ses pantalons ou dans une vieille veste. Et ce n'est qu'à un certain point qu'on se rend compte que c'était la chose la plus importante, la décisive, l'unique. De la ville, j'ai une image plus claire. C'est Paris. Moi, je suis sur la rive gauche. Je sais qu'en traversant le fleuve, je me retrouverai sur une place qui pourrait être la place des Vosges. Non, plus ouverte. Parce que sur le fond se dresse une sorte de Madeleine. Passant la place et tournant derrière le temple, je trouve une rue. Il y a une librairie antiquaire à l'angle, qui s'incurve vers la droite, dans une série de venelles qui sont certainement dans le barrio gothico de Barcelone. On pourrait déboucher sur une rue très large, pleine de lumière. Et c'est dans cette rue, je m'en souviens avec une évidence eidétique, que sur la droite, au fond d'un cul-de-sac, il y a le théâtre. Ce qui se passe dans ce lieu de délice est incertain, à coup sûr quelque chose de légèrement et joyeusement louche, genre fétide. Raison pourquoi je n'ose pas demander de renseignements, dont je sais déjà suffisamment pour vouloir y retourner, tout excité. Mais en vain. Vers Chatham Road, les rues se confondent. Je me réveille, avec le goût de cette rencontre ratée. Je ne parviens pas à me résigner, à ne pas savoir ce que j'ai perdu. Parfois, je suis dans une grande maison de campagne, elle est vaste. Mais je sais qu'il y a une autre aile que je ne sais plus comment rejoindre, comme si les passages avaient été murés. Et dans cette autre aile, il y a des pièces et des pièces. Je ne les ai bien vues qu'une fois. Il est impossible que je les ai rêvées dans un autre rêve. Avec de vieux meubles, et des gravures ternies, des consoles avec des petits théâtres 19e en carton découpé en porte-pièces, des divans à grandes courtes pointes brodées, et des étagères couvertes de livres, toutes les années du journal illustré des voyages et des aventures sur terre et sur mer. Ce n'est pas vrai qu'elles se sont délabrées à force de les avoir lues et relues, et que maman les a données à l'homme au chiffon. Je me demande qui a brouillé les couloirs et les escaliers, parce que c'est là que j'aurais voulu me reconstruire mon buen retiro, au milieu de cette odeur de friperie précieuse. Pourquoi ne puis-je rêver au baccalauréat comme tout le monde? Un grand carré de 6 mètres de côté. Je crois qu'en brodant sur son rêve, Belbeau, une fois de plus, revenait à la pensée de l'occasion perdue, et à son vœu de renoncement, pour n'avoir pas su saisir, si jamais il avait existé, le moment. Le plan se mit en route parce qu'il s'était résigné à se construire des moments fictifs. Je lui avais demandé je ne sais quel texte. Il avait farfouillé sur sa table, au milieu d'une pile de manuscrits périlleusement posés, et sans aucun critère de masse et de grandeur les uns sur les autres. Il avait repéré le texte qu'il cherchait et tenté de le tirer, faisant s'écrouler le reste par terre. Les chenilles s'étaient ouvertes, et les feuillets s'étaient échappés de leurs minces classeurs. Ne pouviez-vous pas commencer en soulevant et en déplaçant la première moitié, demandai-je? Peine perdue, il faisait toujours comme ça. Et il répondait invariablement « Gudrun les ramassera ce soir.
Il faut qu'elle ait une mission dans la vie, autrement elle va perdre son identité. Cependant, cette fois-là, j'étais personnellement intéressé à la sauvegarde des manuscrits parce que désormais je faisais partie de la maison. Mais Gudrun n'est pas capable de les remettre en ordre. Elle placera les feuillets qu'il ne faut pas dans les chemises qu'il ne faut pas. Si Diotalevi vous entendait, il exulterait. Il en sortira des livres différents, éclectiques, casuels. C'est dans la logique des diaboliques. Mais nous serons dans la situation des kabbalistes, des millénaires pour trouver la bonne combinaison. Vous mettez simplement Gudrun à la place du singe qui tape pour l'éternité sur sa machine à écrire. La différence est seulement dans la durée. En termes d'évolution, nous n'aurions rien à gagner. N'y a-t-il pas un programme qui permette à Aboulafia de faire ce travail? Sur ces entrefaites, Diotalevi était entré. Bien sûr qu'il y en a un, avait dit Belbo. Et en théorie, il autorise l'insertion de 2000 données. Il suffit d'avoir envie de les écrire. Mettons que ce soit des vers de poésie possibles. Le programme vous demande la quantité de vers que doit avoir la poésie, et vous décidez 10, 20, 100. Après quoi, le programme tire de l'horloge intérieure du computer le nombre de secondes, et il les randomise. Bref, il en tire une formule de combinaison toujours nouvelle. Avec 10 vers, vous pouvez obtenir des milliers et des milliers de poésies casuelles. Hier, j'ai introduit des vers du type frémissent les frétilleuls, j'ai les paupières épaisses, si l'aspilistra voulait, la vie voilà te donne, et choses semblables. Voilà quelques résultats. Je compte les nuits, joue le sistre, morte à victoire, si l'aspilistra voulait. Du cœur d'aube au cœur, toi albatros sinistre, si l'aspilistra voulait, morte à victoire. Frémissent les frétilleuls, je compte les nuits, joue le sistre, la huppe désormais m'observe, frémissent les frétilleuls. Il y a des répétitions, je ne suis pas arrivé à les éviter, il paraît que ça complique trop le programme. Mais même les répétitions ont un sens poétique. Intéressant, dit Diotalevi. Voilà qui me réconcilie avec ta machine. Donc, si je lui mettais dedans toute la Torah, et puis lui disais, quel est le terme de randomiser, elle ferait la véritable Témoura, et elle recombinerait les versets du livre. Certes, c'est une question de temps. Tu t'en tires en 2 ou 3 siècles. Je dis, mais si en revanche, vous y mettez quelques dizaines de propositions prises dans les œuvres des diaboliques, par exemple, que les Templiers ont fui en Écosse, ou que le Corpus Hermeticum est arrivé à Florence en 1460, plus quelques connectifs comme il est évident que, ou ceci prouve que, nous pourrions obtenir des séquences révélatrices. Puis on comble les vides, ou on pèse les répétitions comme des vaticinations, insinuations et mises en garde. Au pire, nous inventons un chapitre inédit de l'histoire de la magie. Génial, dit Belbo. Allons-y tout de suite. Non, il est 7 heures. Demain. Moi, je le fais ce soir. Aidez-moi rien qu'un instant, ramasser par terre une vingtaine de ces feuillets au hasard, jeter un œil sur la première phrase que vous rencontrez, et celle-ci devient une donnée. Je me penchai et ramassai. Joseph d'Arimathie porte le Graal en France. Excellent. Notez, poursuivez. D'après la tradition templière, Godefroy de Bouillon constitue à Jérusalem le grand prieuré de Sion. Debussy était un Rose-Croix. Excusez-moi, dit Diotalevi, mais il faut aussi insérer quelques données neutres. Par exemple, que le koala vit en Australie ou que Papin invente la cocotte minute. Minnie est la fiancée de Mickey, suggérais-je. N'exagérons pas. Exagérons au contraire. Si nous commençons à admettre la possibilité qu'il existe fût-ce une seule donnée dans l'univers qui ne révèle pas quelque chose d'autre, nous sommes déjà hors de la pensée hermétique. C'est vrai, va pour Minnie, et si vous permettez, je mettrai une donnée fondamentale. Les Templiers y sont toujours pour quelque chose. Cela va sans dire, confirma Diotalevi. Nous continuâmes pendant quelques dizaines de minutes. Ensuite, il se fit vraiment tard. Mais Belbo nous dit de ne pas nous inquiéter. Il poursuivrait tout seul. Gudrun va nous dire qu'elle fermait. Belbo lui annonça qu'il resterait travailler, et il la pria de ramasser les feuillets tombés par terre. Gudrun émit certains sons qui pouvaient appartenir au latin ciné flexionné, comme à la langue kérémis, exprimant indignation et désappointement dans l'une et l'autre, signe de la parenté universelle entre toutes les langues qui proviennent d'une unique souche adamique. Elle s'exécuta
randonnisant mieux qu'un computer. Le lendemain matin, Belbo était radieux. « Ça marche, dit-il. Ça marche et ça produit des résultats inespérés. » Il nous tendit l'output imprimé. Les Templiers y sont toujours pour quelque chose. Ce qui suit n'est pas vrai. Jésus a été crucifié sous Ponce Pilate. Le sage Hormuz fonda en Égypte les Rose-Croix. Il y a des kabbalistes en Provence. Qui s'est marié aux noces de Cana? Minnie est la fiancée de Mickey. Il en découle que si les druides vénéraient la Vierge Noire, alors Simon le magicien identifie la Sophia à une prostituée de Tyr. Qui s'est marié aux noces de Cana? Les Mérovingiens se disent rois de droit divin. Les Templiers y sont toujours pour quelque chose. Un peu confus, dit Lévy. Mais tu ne sais pas voir les connexions. Et tu ne donnes pas l'importance qu'il faut à cette interrogation qui revient par deux fois. Qui s'est marié aux noces de Cana? Les répétitions sont des clés magiques. Naturellement, j'ai intégré, mais intégrer la vérité et le droit de l'initié. Voici mon interprétation. Jésus n'a pas été crucifié. Et c'est pour ça que les Templiers reniaient le crucifix. La légende de Joseph d'Arimathie recouvre une vérité profonde. Jésus, et non pas le Graal, débarque en France chez les kabbalistes de Provence. Jésus est la métaphore du roi du monde, du fondateur réel des Rose-Croix. Et avec qui débarque Jésus? Avec sa femme. Pourquoi ne dit-on pas dans les évangiles qui s'est marié à Cana? Mais parce que c'était les noces de Jésus. Noces dont on ne pouvait parler parce qu'elles avaient lieu avec une pécheresse publique, Marie-Madeleine. Voilà pourquoi, depuis lors, tous les illuminés, depuis Simon le magicien jusqu'à Postel, vont chercher le principe de l'éternel féminin dans un bordel. Par conséquent, Jésus est le fondateur de la lignée royale de France. Si notre hypothèse est exacte. Eh ben, dit Lévy, personne ne prendrait au sérieux. Au contraire, il vendrait quelques centaines de milliers d'exemplaires, dis-je assombri. L'histoire existe, elle a été écrite avec des variations minimes. Il s'agit d'un livre sur le mystère du Graal et sur les secrets de Rennes-le-Château. Au lieu de ne lire que les manuscrits, vous devriez lire aussi ce qui se publie chez les autres éditeurs. Saint-Séraphin, dit Lévy. Je l'avais bien dit, cette machine ne raconte que ce que tout le monde sait déjà. Et il s'en alla inconsolé. Elle est utile en revanche, dit Belbo, piqué au vif. Il m'est venu une idée qui était déjà venue à d'autres, et alors? Ça s'appelle polygénèse littéraire. Monsieur Garamond dirait que c'est la preuve que je dis la vérité. Ces messieurs doivent y avoir réfléchi pendant des années, alors que moi, j'ai tout résolu en une soirée. Je suis avec vous. Le jeu en vaut la chandelle. Mais je crois que la règle serait d'insérer beaucoup de données qui ne proviennent pas du diabolique. Le problème n'est pas de trouver des relations occultes entre Debussy et les Templiers. Tout le monde le fait. Le problème, c'est de trouver des relations occultes, par exemple, entre la cabale et les bougies de l'automobile. Je disais ça au hasard, mais j'avais fourni à Belbo un point de départ. Il m'en parla quelques matins après. Vous avez raison, vous. N'importe quelle donnée devient importante si elle est en connexion avec une autre. La connexion change la perspective. Elle induit à penser que chaque aspect du monde, chaque voix, chaque mot écrit ou dit n'a pas le sens qui apparaît, mais nous parle d'un secret. Le critère est simple, soupçonner, toujours soupçonner. On peut lire par transparence même un panneau de sens interdit. Certes, moraliste cathare, horreur de la reproduction, le sens est interdit parce qu'il est du prix du démiurge. Ce n'est pas par cette voie qu'on trouvera le chemin. Hier soir, il m'est tombé entre les mains de Manuel pour le permis de conduire B. Était-ce à cause de la pénombre ou de ce que vous m'aviez dit? Toujours est-il que j'ai été pris du soupçon que ces pages disaient quelque chose d'autre. Et si l'automobile n'existait que comme métaphore de la création? Mais il ne faut pas se limiter à l'extérieur ou à l'illusion du tableau de bord. Il faut savoir regarder ce que seul voit l'architecte. Ce qui se trouve dessous. Ce qui est dessous est comme ce qui est dessus. C'est l'arbre des séphirotes. Vous n'allez pas me dire ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui se dit. Et d'abord, l'arbre moteur est un arbre, comme l'indique le mot même. Eh bien, que l'on additionne le moteur à soupape en tête, 2 roues antérieures, l'embrayage, le changement de vitesse, 2 joints, le différentiel et les 2 roues postérieures, total 10 articulations. Comme les séphirotes. Mais les positions ne coïncident pas. Qui l'a dit?
Dieu-Talévi nous a expliqué que dans certaines versions, Tiferet n'était pas la 6e mais la 8e séphira, et qu'elle se trouvait sous Netzar et Hod. Le mien, c'est l'arbre de Belbot. Autre tradition. Fiat. Mais suivant la dialectique de l'arbre, au sommet, le moteur, Omnia Movens, dont nous parlerons, et qui est la source créative. Le moteur communique son énergie créatrice aux deux roues sublimes, la roue de l'intelligence et la roue de la sapience. Oui, si la voiture est à traction avant, le meilleur dans l'arbre de Belbot, c'est qu'il supporte les métaphysiques alternatives. Image d'un cosmos spirituel avec la traction avant, où le moteur placé devant communique immédiatement ses volontés aux roues sublimes, tandis que dans la version matérialiste, il est l'image d'un cosmos dégradé où le mouvement est imprimé par un moteur ultime aux deux roues infimes. Du fond de l'émanation cosmique se libèrent les forces basses de la matière. Et avec le moteur et traction arrière, satanique, coïncident du supérieur et de l'infime, Dieu s'identifie avec les mouvements de la matière grossière postérieure. Dieu comme aspiration éternellement frustrée à la divinité, ça doit dépendre du bruit des vases. Ne serait-ce pas le bruit du pot d'échappement? Oui, dans les cosmos avortés, où le souffle vénéneux des archontes se répand dans l'éther cosmique. Mais ne nous égarons pas en chemin. Après le moteur et les deux roues vient l'embrayage. La séphira de la grâce, qui établit ou interrompt le courant de l'amour liant le reste de l'arbre à l'énergie supérieure. Un disque, un mandala qui caresse un autre mandala. De là, l'écrin de la mutation, ou du changement, comme disent les positivistes, qui est le principe du mal, parce qu'il permet à la volonté humaine de ralentir ou d'accélérer le processus continu de l'émanation. Raison pourquoi le changement de vitesse automatique coûte plus cher, parce qu'en ce cas, c'est l'arbre même qui décide selon l'équilibre souverain. Puis, vient un joint, qui, quel hasard, prend le nom d'un magicien de la Renaissance, Cardan, et donc un engrenage conique. On remarquera l'opposition avec le quaterne de cylindre dans le moteur, où il y a une couronne, quater mineur, qui transmet le mouvement aux roues terrestres. Et ici devient évident la fonction de la séphira de la différence, ou différentielle, qui, avec son sens majestueux de la beauté, distribue les forces cosmiques sur les deux roues de la gloire et de la victoire, lesquelles, dans un cosmos non avorté, attraction avant, suivent le mouvement dicté par les roues sublimes. La lecture est cohérente, et le cœur du moteur, siège de l'un, couronne, mais il suffit de lire avec des yeux d'initié. Le moteur souverain vit d'un mouvement d'aspiration et échappement, une respiration divine complexe où, originairement, les unités, dites les cylindres, archétype géométrique évident, étaient deux. Puis ils en engendrèrent un troisième, et enfin, ils se contemplent et se meuvent par amour mutuel dans la gloire du quatrième. En cette respiration, dans le premier cylindre, aucun d'eux n'est premier par hiérarchie, mais par admirable alternance de position et rapport. Le piston, étymologie, vient de pistis sophia, descend du point mort, haut au point mort, bas, tandis que le cylindre se remplit d'énergie à l'état pur. Je simplifie, car ici devrait entrer en jeu les hiérarchies angéliques, ou médiateurs de la distribution, qui, selon le manuel, permettent l'ouverture et la fermeture des lumières, mettant en communication l'intérieur des cylindres avec les conduits d'aspiration du mélange. Le siège intérieur du moteur peut communiquer avec le reste du cosmos seulement à travers cette médiation. Et là, je crois que se révèle peut-être, mais je ne voudrais pas dire d'hérésie, la limite originaire de l'un, qui dépend en quelque sorte pour créer des grands excentriques. Il faudra donner une lecture plus attentive du texte. En tout cas, quand le cylindre se remplit d'énergie, le piston remonte au point mort haut et réalise la compression maximum. C'est le Tzimtzam. Et là, voici la mémoire du Big Bang, l'explosion et l'expansion. Une étincelle jaillit, le mélange resplendit et s'enflamme, et c'est, dit le manuel, l'unique phase active du cycle. Et malheur, malheur si dans le mélange se glissent les coquilles, les K-pots, gouttes de matières impures, comme l'eau ou le Coca-Cola. L'expansion n'a pas lieu, ou bien elle a lieu par saccades abortives. Shell ne voudrait pas dire Kelly-pot, mais alors il faut s'en méfier, dorénavant seulement du lait de vierge. Nous vérifions. Ce pourrait être une machination des plus grandes compagnies pétrolières.
Les 7 sœurs, principes inférieurs qui veulent contrôler la marche de la création. En tout cas, après l'expansion, voici le grand souffle divin, qui dans les textes les plus anciens est appelé l'échappement. Le piston remonte au point mort haut et il expulse la matière informe désormais brûlée. Dans le seul cas où cette opération de purification réussit, on recommence le nouveau cycle. Et à y bien penser, c'est aussi le mécanisme néoplatonicien de l'exil et du retour. Admirable dialectique de la voie ascendante et de la voie descendante. Quantum mortalia pectora caecae noctis habent. Et les enfants de la matière qui ne s'en étaient jamais aperçus. C'est pour ça que les maîtres de la gnose disent qu'il ne faut pas se fier aux lyriques, mais aux pneumatiques. Pour demain, je prépare une interprétation mystique de l'annuaire du téléphone. Toujours ambitieux notre Casauban. Mais attention que là, vous aurez à résoudre le problème insondable de l'un et du multiple. Mieux vaut aller de l'avant avec calme, examiner d'abord le mécanisme de la machine à laver. Lui, il parle tout seul. Transformation alchimique, de l'œuvre au noir à l'œuvre plus blanche que le blanc. Da rosa nada digamos allora. Quand on se met dans un état de soupçon, on ne néglige plus aucune piste. Après les rêveries sur l'arbre moteur, j'étais disposé à voir des signes révélateurs dans tout objet qui me tomberait sous la main. J'avais conservé des rapports avec mes amis brésiliens, et ces jours-là se tenait à Coimbra un colloque sur la culture lusitaine. Plus par désir de me revoir que par hommage à mes compétences, les amis de Rio réussirent à me faire inviter. Lia ne vient pas. Elle était au 7e mois, sa grossesse avait à peine retouché sa ligne menue, la changeant en une frêle madone flamande, mais elle préférait ne pas affronter un voyage. Je passai 3 joyeuses soirées avec mes vieux camarades, et tandis que nous rentrions en autocar vers Lisbonne, s'éleva une discussion pour décider si on devait s'arrêter à Fatima ou à Tomar. Tomar était le château où les Templiers portugais s'étaient retranchés après que la bienveillance du roi et du pape les avait sauvés du procès de Darwin, les transformant en l'ordre des chevaliers du Christ. Je ne pouvais pas rater un château des Templiers. Et par chance, le reste du groupe ne se montrait pas enthousiaste pour Fatima. Si je pouvais m'imaginer un château templier, tel était bien Tomar. On y monte le long d'une route fortifiée qui côtoie les bastions extérieurs, aux meurtrières en forme de croix, et dès les premiers instants, on y respire un air de croisade. Les chevaliers du Christ avaient prospéré des siècles durant dans ces lieux. La tradition veut qu'aussi bien Henri le Navigateur que Christophe Colomb aient été des leurs, et de fait, ils s'étaient voués à la conquête des mers, faisant la fortune du Portugal. La longue et heureuse existence dont ils avaient joui là-bas a permis que fut reconstruit et agrandi le château au cours des siècles, si bien qu'à sa partie médiévale sont hantées des ailes Renaissance et baroque. Je fus ému en entrant dans l'église des Templiers, avec sa rotonde octogonale qui reproduit celle du Saint-Sépulcre. Je fus intrigué par le fait que dans l'église, selon la zone, les croix templières étaient de formes différentes. Problème que je m'étais déjà posé en regardant la brouillonne iconographie à ce sujet. Alors que la croix des chevaliers de Malte était restée plus ou moins la même, la templière paraissait avoir subi les influences du siècle ou de la tradition locale. Voilà pourquoi il suffit aux chasseurs de templiers de trouver quelque part une croix quelconque pour découvrir une trace des chevaliers. Ensuite, notre guide nous emmena voir la fenêtre manueline, la janella par excellence, un chantournage, un collage de trouvailles marines et sous-marines, algues, coquilles, ancres, cordes et chaînes, destinées à célébrer les péripéties océanes des chevaliers. Cependant, de chaque côté de la fenêtre, comme pour boucler dans une ceinture les 2 tours qui l'encadraient, on voyait sculpter les insignes de la jarretière. Que venait faire le symbole d'un ordre anglais dans ce monastère fortifié portugais? Le guide ne sut pas nous le dire, mais peu après, sur un autre côté, le nord-est, je crois, il nous montra les insignes de la toison d'or. Je ne pus m'empêcher de songer au jeu subtil d'alliance qui unissait la jarretière à la toison d'or, celle-ci aux argonautes, les argonautes au Graal, le Graal aux Templiers. Je me rappelais les affabulations d'Ardenti, et plus d'une page trouvée dans les manuscrits des diaboliques. Je sursautais quand notre guide nous fit visiter une salle secondaire au plafond serré dans quelques claveaux. C'était de petites rosettes, mais sur certaines je vis sculpter une face barbue et vaguement caprine, Baphomet.
Nous descendîmes dans une crypte. Après cette marche, une pierre nue mène à l'abside, où pourrait se dresser un autel ou un siège du grand maître. On y parvient en passant sous 7 clés de voûte, chacune en forme de rose, plus grande l'une que l'autre, et la dernière plus ouverte surplombe un puits. La croix et la rose, et dans un monastère templier, et dans une salle certainement construite avant les manifestes rose-croix, je posais quelques questions au guide qui sourit. Si vous saviez le nombre de chercheurs en sciences occultes qui viennent là en pèlerinage, on dit qu'ici était la salle d'initiation. En pénétrant par hasard dans une salle non encore restaurée, aux rares meubles poussiéreux, je trouvais le pavement encombré de grosses caisses de carton. Je fouillai au petit bonheur et me tombèrent sous les yeux des lambeaux de volumes en hébreu, probablement du XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'ils faisaient à Tomar, les Juifs? Le guide me dit que les chevaliers entretenaient de bonnes relations avec la communauté juive locale. Il me fit mettre à la fenêtre et me montra un jardin à la française, structuré comme un petit, élégant labyrinthe. Œuvre, me dit-il, d'un architecte juif du XVIIIe siècle, Samuel Schwartz. Le deuxième rendez-vous à Jérusalem, et le premier au château. N'est-ce pas ce que disait le message de Provins? Bon Dieu, le château de l'ordonnation trouvé par un golfe n'était pas l'improbable Mont-Salvat des romans de chevalerie, Avalon, l'hyperboréenne. S'ils avaient dû fixer un premier lieu de réunion, qu'auraient pu choisir les Templiers de Provins, plus accoutumés à diriger les capitaineries qu'à lire des romans de la table ronde? Mais Tomar, le château des Chevaliers du Christ, un lieu où les survivants de l'ordre jouissaient d'une pleine liberté, de garanties inchangées, et où ils étaient en contact avec les agents du deuxième groupe. Je repartis de Tomar et du Portugal avec l'esprit en flamme. Voilà que je prenais enfin au sérieux le message que nous avait exhibé Ardenti. Les Templiers s'étant constitués en ordre secret, élaborent un plan qui doit durer 600 ans et se réaliser à notre siècle. Les Templiers étaient des gens réfléchis, par conséquent, s'ils parlaient d'un château, ils parlaient d'un lieu vrai. Le plan partait de Tomar. Et alors, quel aurait dû être le parcours idéal? Quelle la suite des 5 autres rendez-vous? Des lieux où les Templiers pourraient compter sur des amitiés, des protections, des complicités. Le colonel parlait de Stonehagen, Avalon, Agartha, sottise. Le message était à relire tout entier. Naturellement, me disais-je en rentrant chez moi, il ne s'agit pas de découvrir le secret des Templiers, mais de le construire. Belbo paraissait contrarié à l'idée de revenir aux documents que le colonel lui avait laissés, et il me retrouva en fouillant à contre-cœur dans le dernier tiroir de son bureau. Je remarquai cependant qu'il l'avait conservé. Nous relîmes ensemble le message de Provins après tant d'années. Il débutait par la phrase chiffrée selon Tritème, les 36 lignes visibles séparées en 6 bandes. Et puis, Allah, un blanc, Saint-Jean. 36 P charrettes défunts. 6, un blanc entier avec Sahel. P, un blanc, les blancs Antiax. R, un blanc, S, un blanc, chevalier de Pruin, pour là, un blanc JNC. 6 foises, 6 en 6 places. Chacune foise 20 à un blanc, 120 à un blanc. Iceste est l'ordonnation. Al donjon li premier. It li secunds ioste in seus qui, un blanc, pense. It al refuge. It al Nostredame de l'altre part de Lyon. It à l'hôtel des Poplicans. It à la pierre. 3 fois 6 avant la feste. Un blanc. La grande pute. 36 ans après la charrette de foin, la nuit de la Saint-Jean de l'an 1344, 6 messages scellés pour les chevaliers au blanc manteau. Chevalier relapse de Provins pour la vengeance. 6 fois 6 en 6 lieues, chaque fois 20 ans pour une totalité de 120 ans, ceci est le plan. Les premiers au château, puis de nouveau chez ceux qui ont mangé le pain, de nouveau au refuge, de nouveau à Notre-Dame au-delà du fleuve, de nouveau à la maison des Poplicans, et de nouveau à la pierre. Vous voyez, en
1344, le message dit que les premiers doivent aller au château. Et en effet, les chevaliers s'installeront à Tomar en 1357. Maintenant, il faut nous demander où doivent se rendre ceux du deuxième groupe. Alors, imaginez que vous êtes des Templiers en fuite. Où filez-vous constituer le deuxième groupe? C'est vrai que ceux de la charrette se sont enfuis en Écosse. Mais pourquoi donc en Écosse aurait-il dû manger du pain? J'étais devenu imbattable sur les chaînes associatives. Il suffisait de partir d'un point quelconque, Écosse, Highland, rite druidique, nuit de la Saint-Jean, solstice d'été, feu de la Saint-Jean, rameau d'or. Voilà une piste, fut-elle fragile. J'avais lu des choses sur les feux de la Saint-Jean, dans le rameau d'or de Fraser. Je téléphonais à Lia. Rends-moi un service, prends le rameau d'or et regarde ce qui est dit des feux de la Saint-Jean. Lia était très forte pour ça. Elle trouva tout de suite le chapitre. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est un rite qui date de la nuit des temps, pratiqué dans presque tous les pays d'Europe. On célèbre le moment où le soleil est au zénith de sa course. Saint-Jean a été ajouté pour christianiser l'affaire. Il mange du pain en Écosse. Laisse-moi voir. J'ai pas l'impression. Ah, voilà. Le pain, il ne le mange pas à la Saint-Jean, mais dans la nuit du 1er mai. La nuit des feux de Beltane, une fête d'origine druidique, surtout dans les Highlands écossais. Nous y sommes. Pourquoi mange-t-il le pain? Ils pétrissent une galette de blé et d'avoine, ils la font griller sur la braise, puis suit un rite qui rappelle les anciens sacrifices humains. Ce sont des foisses qui s'appellent bannock. Comment? Spelling, s'il te plaît. Elle est plate. Je la remerciai, lui dis qu'elle était ma Béatrice, ma Fée Morgane et autres mots affectueux. J'essayais de me rappeler ma thèse. Le noyau secret, selon la légende, se réfugie en Écosse auprès du roi Robert de Bruce, et les Templiers aident le roi à remporter la bataille de Bannockburn. En récompense, le roi les nomme dans le nouvel ordre des chevaliers de Saint-André d'Écosse. Je descendis d'une étagère un gros dictionnaire d'anglais et cherchais Bannock en anglais médiéval. Bannock en vieux saxon, Banach en gaélique, est une sorte de tourte cuite sur la pierre ou au grill, composée d'orge, d'avoine ou d'autres céréales. Burn, c'est le torrent. Il n'y avait plus qu'à traduire comme auraient traduit les Templiers français en envoyant des nouvelles de l'Écosse à leurs compatriotes de province. Et il en résultait quelque chose comme le torrent de la foisse, ou de la niche, ou du pain. Qui a mangé le pain? C'est qui l'a emporté au torrent du pain. Et c'est donc le noyau écossais, lequel, sans doute à cette époque, s'était déjà étendu à travers toutes les îles britanniques. Logique. Du Portugal à l'Angleterre. C'est le chemin le plus court. Il est bien question d'un voyage du pôle à la Palestine. Que ton vêtement soit blanc. C'est impressionnant, dit Belbo. Et dans ce cas, quel serait le refuge? Les 6 groupes s'installent dans ces lieux. Mais un seul est appelé le refuge. Curieux. Cela signifie que dans les autres lieux, le Portugal ou l'Angleterre, les Templiers peuvent vivre en toute tranquillité, fût sous un autre nom, tandis que dans celui-ci, ils se cachent. Je dirais que le refuge est le lieu où se sont réfugiés les Templiers de Paris après avoir abandonné le temple. Et comme en plus, il me semble élémentaire que le parcours aille d'Angleterre vers la France, pourquoi ne pas penser que les Templiers aient constitué un refuge à Paris même, dans un endroit secret et protégé? C'était le bon politique, et ils imaginaient qu'en 200 ans les choses changeraient, et qu'ils pourraient agir à la lumière du jour, ou presque. Va pour Paris. Et du 4e lieu, qu'est-ce qu'on en fait? Le colonel pensait à Chartres. Mais si nous avons mis Paris à la 3e place, nous ne pouvons pas mettre Chartres à la 4e, car il est évident que le plan doit concerner tous les centres de l'Europe. Et puis, nous sommes en train d'abandonner les pistes mystiques pour établir une piste politique. Le déplacement paraît advenir selon une sinusoïde, raison pourquoi nous devrions remonter au nord de l'Allemagne. Or, au-delà du fleuve ou de l'eau, en somme au-delà du Rhin, en terre allemande, il y a une ville de Notre-Dame, pas une église. Près de Danzig, il y avait une ville de la Vierge, c'est-à-dire Marienburg. Et pourquoi rendez-vous à Marienburg? Parce que c'était la capitale des chevaliers teutoniques. Entre Templiers et Teutoniques, les rapports ne sont pas empoisonnés comme entre Templiers et Hospitaliers, qui sont là tels des vautours à attendre la suppression du temple pour s'emparer de ses biens. Les Teutoniques ont été créés en Palestine par les empereurs allemands pour faire contrepoids aux Templiers. Mais bien vite, ils ont été appelés au nord pour arrêter l'invasion des barbares prussiens.
Et ils l'ont tellement bien fait qu'en l'espace de 2 siècles, ils sont devenus un État qui s'étend sur tous les territoires baltes. Ils se déploient entre Pologne, Lituanie et Livonie. Ils fondent Königsberg, sont défaits une seule fois par Alexandre Nevski en Estonie, et à peu près au moment où les Templiers sont arrêtés à Paris, ils fixent la capitale de leur royaume à Marienburg. S'il y avait un plan de la chevalerie spirituelle pour la conquête du monde, Templiers et Teutoniques s'étaient partagés les zones d'influence. Vous savez quoi, dit Belvaux. Je marche. Au 5e groupe maintenant. Où sont ces Poplicans? Je l'ignore, dis-je. Moi, vous me décevez, Cassobon. Peut-être faudra-t-il le demander à Aboulafia. Pas question, monsieur, répondis-je, piqué au vif. Aboulafia doit nous suggérer les connexions inédites. Mais les Poplicans sont une donnée, pas une connexion. Et les données sont l'affaire de Sam Spade. Donnez-moi quelques jours de temps. Je vous donne 2 semaines, dit Belvaux. Si dans 2 semaines, vous ne me livrez pas les Poplicans, vous me livrez une bouteille de Ballantine 12 ans d'âge. Trop cher pour ma bourse. Au bout d'une semaine, je livrai les Poplicans à mes voraces compagnons. Tout est clair. Suivez-moi parce que nous devons remonter vers le IVe siècle, en territoire byzantin, tandis que dans l'ère méditerranéenne se sont déjà répandus différents mouvements d'aspiration manichéenne. Commençons par les Archontiques, fondés en Arménie par Pierre de Capharnaoucha, qui, vous l'admettrez avec moi, a un fort beau nom. Anti-judaïque, le diable s'identifie à Sabaoth, le dieu des Juifs, qui vit dans le 7e ciel. Pour atteindre la grande mer de la lumière, dans le 8e ciel, il faut refuser et Sabaoth et le baptême. D'accord? Refusons-les, dit Belvaux. Mais les Archontiques sont encore de braves garçons. Au 5e siècle apparaissent les Messaliens, qui, entre autres, survivront en Thrace jusqu'au 11e siècle. Les Messaliens ne sont pas des dualistes, mais des monarchiques. Cependant, ils sont à la tambouille avec les puissances infernales, tant et si bien que dans certains textes, on les taxe de Borborite, qui vient de Borboros, bout, à cause des choses innommables qu'ils faisaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Les choses habituelles, hommes et femmes levaient au ciel, recueillis dans la paume de leurs mains leurs propres ignominies, c'est-à-dire leur sperme ou leur menstru, et puis ils mangeaient ça en disant que c'était le corps du Christ, et si par hasard ils mettaient leur femme enceinte, au bon moment, ils lui enfonçaient la main dans le ventre, on arrachait l'embryon, le balançait dans un mortier, le broyait avec du miel et du poivre, et mange que je te mange. C'est dégoûtant, dit Guetta Lévy. Du miel avec du poivre. Eux, ce sont donc les Messaliens, que certains appellent stratiotiques et Phibionites, et d'autres barbélites, composés de Naasène et de Fénionites. Mais pour d'autres pères de l'Église, les barbélites étaient des gnostiques attardés, et donc des dualistes. Ils adoraient la grande-mère Barbello, et leurs initiés appelaient Borboriens les Iliques, c'est-à-dire les filles de la matière, distincts des psychiques, qui étaient déjà mieux, et des pneumatiques qui étaient vraiment les élus. Le Rotary Club de toute l'affaire. Mais peut-être, les stratiotiques n'étaient-ils à rien que les Iliques des ultraïstes? Tout ça n'est-il pas un peu confus? Demanda Belvaux. Forcément, tous ces gens n'ont pas laissé de documents, les seules et uniques choses que nous sachions sur eux nous viennent des ragots de leurs ennemis, mais peu importe. C'est pour dire quel brouillamini était l'ère moyen-orientale en ce temps-là. Et c'est pour dire d'où sortent les Pauliciens. Eux, ce sont les disciples d'un certain Paul, auxquels s'unissent des iconoclastes expulsés d'Albanie. À partir du 8e siècle, ces Pauliciens augmentent à vive allure. De sectes, ils deviennent communautés, de communautés bandes, de bandes, pouvoir politique, et les empereurs de Byzance commencent à se faire les cheveux et à les envoyer contre les armées impériales. Ils se répandent jusqu'aux confins du monde arabe, se déversent vers l'Euphrate, envahissent le territoire byzantin jusqu'à la mer Noire. Ils installent les colonies un peu partout. Nous les trouvons encore au XVIIe siècle, quand les jésuites entreprennent de les convertir, et il n'en existe pas encore quelques communautés dans les Balkans ou dans ces zones-là. Or, à quoi est-ce qu'ils croient donc, ces Pauliciens? En Dieu, un et train, sauf que le démiurge s'est entêté à créer le monde avec les résultats que nous voyons tous. Ils rejettent l'Ancien Testament, refusent les sacrements, méprisent la croix, et ils n'honorent pas la Vierge parce que le Christ s'est directement incarné au ciel et il est passé à travers Marie comme à travers un tuyau. Les bogomiles, qui s'inspireront d'eux en partie, diront que le Christ est entré chez Marie par une oreille et est sorti par l'autre, sans qu'elle-même s'en soit aperçue.
Certains les accusent aussi d'adorer le soleil et le diable et de mêler le sang des enfants au pain et au vin eucharistique, comme tout le monde. C'était des temps où pour un hérétique, aller à la messe devait être une souffrance. Autant se faire musulman. Mais c'était des gens comme ça. Et je vous en parle parce que quand les hérétiques dualistes se seront répandus en Italie et en Provence, pour dire qu'ils sont comme les policiens, on les appellera poplicans, publicains, populicans, lesquels Gallice etiam dicuntur ab aliquis poplicant. Les voici. En effet, les policiens continuent au IXe siècle à rendre fous les empereurs de Byzance, jusqu'au moment où l'empereur Basile jure que s'il met la main sur leur chef Chrysocère, qui avait envahi l'église de Saint-Jean-de-Dieu à Éphèse et abreuvé ses chevaux dans des bénitiers, toujours ce vice, dit Belbo, il lui planterait 3 flèches dans la tête. Il envoie contre lui l'armée impériale, qui le capture, lui coupe la tête, l'expédie à l'empereur, et celui-ci la met sur une table, sur un trumeau, sur une colonnette de porphyre, et zac, 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 il lui plante 3 flèches, et j'imagine une dans chaque œil et la 3e dans la bouche. Des gens distingués, dit Yotalévi. Ils ne le faisaient pas par méchanceté, dit Belbon. C'était des questions de foi, substance des choses espérées, poursuivait Casaubon, car notre Yotalévi ne comprend pas les finesses théologiques. Pour en finir, les croisés rencontrent les policiens. Ils les rencontrent près d'Antioche, au cours de la première croisade, où ceux-ci combattent aux côtés des Arabes. Et ils les rencontrent à l'assaut de Constantinople, où la communauté policienne de Philippopolis essaie de remettre la ville aux mains du tsar bulgare Ioannis pour éviter les Français. Et c'est Villardouin qui le dit. Voilà le lien avec les Templiers, et voilà résolu notre énigme. La légende voit les Templiers comme inspirés par les Cathares. Ils ont rencontré les communautés policiennes au cours des croisades et ils ont établi avec elles de mystérieux rapports, de même qu'ils en avaient établi avec les mystiques et les hérétiques musulmans. Et d'autre part, il suffit de suivre la piste de l'ordonnation. Elle ne peut que passer par les Balkans. Pourquoi? Parce qu'il me semble clair que le 6e rendez-vous est à Jérusalem. Le message dit d'aller à la pierre. Et où y a-t-il une pierre qu'aujourd'hui les musulmans vénèrent? Et si nous voulons la voir, nous devons enlever nos chaussures. Et précisément au centre de la mosquée d'Omar à Jérusalem, où jadis il y avait le temple des Templiers. Je ne sais pas qui devait attendre à Jérusalem, peut-être un noyau de Templiers survivants et déguisés, ou bien des kabbalistes liés aux Portugais. Il est certain que pour arriver à Jérusalem, en venant d'Allemagne, la route la plus logique est celle des Balkans. Et là attendait le 5e noyau, celui des policiers. Vous voyez comme alors le plan devient limpide et élémentaire. Je vous dirais que vous me convainquez, dit Belbo. Mais en quel point des Balkans attendaient les poplicans? À mon avis, les successeurs naturels des policiers étaient les bogomiles bulgares. Mais les Templiers de Provins ne pouvaient encore savoir que, peu d'années après, la Bulgarie serait envahie par les Turcs et resterait sous leur domination pendant 5 siècles. Par conséquent, on peut penser que le plan s'arrête lors du passage entre les Allemands et les Bulgares. Quand cela devrait-il arriver? En 1824, dit Yotalévi. Pardon, mais pourquoi? Yotalévi traça rapidement un diagramme. Portugal, 1344. Angleterre, 1464. France, 1584. Allemagne, 1704. Bulgarie, 1824. Jérusalem, 1944. En 1344, les premiers grands maîtres de chaque groupe s'installent dans les 6 lieux prescrits. Au cours de 120 ans, se succèdent dans chaque groupe 6 grands maîtres, et en 1464, le 6e maître de Thomas rencontre le 6e maître du groupe anglais. En 1584, le 12e maître anglais rencontre le 12e maître français. La chaîne continue à ce rythme, et si le rendez-vous rate avec les policiers, il rate en 1824. Admettons qu'il rate, dis-je. Mais je ne comprends pas pourquoi des hommes si avisés, ayant eu entre les mains les 4/6 du message final, n'ont pas été capables de le reconstituer. Ou bien pourquoi, si le rendez-vous avec les Bulgares a sauté, ils ne se sont pas mis en contact avec le noyau suivant? Casaubon, dit Belbo. Mais vous croyez vraiment que les législateurs de Provins étaient des andouilles?
S'ils voulaient que la révélation reste occultée pendant 600 ans, ils ont dû prendre leurs précautions. Chaque maître d'un noyau sait où trouver le maître du noyau suivant, mais pas où trouver les autres. Et aucun des autres ne sait où trouver les maîtres des noyaux précédents. Il suffit que les Allemands aient perdu les Bulgares, et ils ne sauront jamais où trouver les Hiérosolymitains, tandis que les Hiérosolymitains ne sauront où trouver aucun des autres. Et quant à reconstruire un message à partir de fragments incomplets, tout dépend de la façon dont les fragments ont été divisés. Certes, pas d'une suite logique. Il suffit qu'il manque un seul morceau, et le message est incompréhensible. Et qui a le morceau manquant ne sait qu'en faire. Songez donc, dit Diotalevi, si la rencontre n'a pas eu lieu, l'Europe est aujourd'hui le théâtre d'un ballet secret entre des groupes qui se cherchent et ne se trouvent pas, et chacun sait qu'il suffirait d'un rien pour devenir le souverain du monde. Comment s'appelle cet empailleur dont vous nous avez parlé, Casaubon? Peut-être le complot existe-t-il vraiment? Et l'histoire n'est-elle rien d'autre que le résultat de cette bataille pour reconstituer un message perdu? Nous ne les voyons pas, et eux, invisibles, agissent autour de nous. À Belbo et à moi, il nous vint évidemment la même idée, et nous commençâmes à parler ensemble. Mais il s'en fallait d'un rien pour opérer la bonne connexion. Nous avions aussi appris qu'au moins 2 expressions du message de Provins, la référence à 36 invisibles séparés en 6 groupes et le terme de 120 ans, apparaissaient aussi au cours du débat sur les Rose-Croix. Après tout, c'étaient des Allemands, dis-je. Je lirai les manifestes Rose-Croix. Mais vous avez dit vous-même qu'ils étaient faux, dit Belbo. Et alors? Nous aussi nous sommes en train de bâtir un faux. C'est vrai, dit-il. J'allais l'oublier. Elles deviennent le diable. Il l'oubliait. À présent, je le sais. Et c'est sûrement à cette époque qu'appartient ce fil, bref et hébété. Philname et Noia. Tu es arrivé à la maison soudain. Tu avais cette herbe. Je ne voulais pas parce que je ne laisse aucune substance végétale interférer sur le fonctionnement de mon cerveau. Et je mens car je fume du tabac et je bois des distillats de céréales. Quoi qu'il en soit, les rares fois où au début des années 60, quelqu'un me poussait à participer à la ronde du joint, avec ce sale papier visqueux imprégné de salive, et la dernière bouffée avec l'épingle, j'avais envie de rire. Mais hier, c'est toi qui me l'offrais. Et j'ai pensé que c'était peut-être ta façon de t'offrir, et j'ai fumé avec foi. Nous avons dansé serrés l'un contre l'autre, comme on ne le fait plus depuis des années, et la honte, tandis que tournait la 4e de malheur. C'était une sensation comme si entre mes bras se levait une créature antique au visage doux et ridé de vieille chèvre, un serpent qui surgissait du plus profond de mes lombes, et je t'adorais, ainsi qu'une tante très ancienne et universelle. Je continuais probablement à me remuer serré contre ton corps, mais je sentais aussi que tu t'élevais et prenais ton envol. Tu te transformais en or, tu ouvrais les portes fermées, tu déplaçais les objets en l'air. Je pénétrais dans ton ventre obscur, mégale apophasis, prisonnière des anges. N'était-ce pas toi que je cherchais? Peut-être suis-je ici à t'attendre toujours, toi? Chaque fois, je t'ai perdu parce que je ne t'ai pas reconnu. Chaque fois, je t'ai perdu parce que je t'ai reconnu et n'ai pas osé. Chaque fois, je t'ai perdu parce qu'en te reconnaissant, je savais que je devais te perdre. Mais où es-tu passé hier soir? Je me suis réveillé ce matin et j'avais mal à la tête. Nous sûmes garder en mémoire les allusions secrètes. Je me précipitai pour lire en entier les 2 manifestes des Rose-Croix, la Fama et la Confessio. Et je donnai un coup d'œil aux noces chimiques de Christian Rosenkreutz, de Johann Valentin Andrea, parce qu'Andrea était l'auteur présumé des manifestes. Les 2 manifestes avaient paru en Allemagne entre 1614 et 1616, une trentaine d'années après la rencontre de 1584 entre Français et Anglais, mais presque un siècle avant que les Français dussent faire la jonction avec les Allemands. Je lus les manifestes avec le propos de ne pas croire à ce qu'ils disaient, mais de les voir en transparence, comme s'ils disaient autre chose. Je savais que pour leur faire dire autre chose, il fallait que je saute des passages, et que je considère certaines propositions comme plus importantes que d'autres. Mais c'était exactement ce que les diaboliques et leurs maîtres nous enseignaient. Si l'on évolue dans le temps subtil de la révélation, on ne doit pas suivre les chaînes minutieuses et obtuses de la logique et leur monotone séquence. Par ailleurs,
À les prendre à la lettre, les deux manifestes étaient une accumulation d'absurdités, d'énigmes, de contradictions. Il ne pouvait donc pas dire ce qu'il disait en apparence. Par conséquent, il n'était ni un appel à une profonde réforme spirituelle, ni l'histoire du pauvre Christian Rosenkreutz. C'était un message codé, à lire en leur superposant une grille, et une grille laisse libre certains espaces, en couvre d'autres. Comme le message chiffré de Provins, où comptaient seules les initiales. Moi, je n'avais pas de grille, mais il suffisait d'en supposer une. Et pour la supposer, il fallait lire avec méfiance. Que les manifestes aient parlé du plan de Provins était indubitable. Dans la tombe de Christian Rosenkreutz, allégorie de la Grange aux Dîmes, la nuit du 23 juin 1344, avait été mise en réserve un trésor afin que le découvrit la postérité. Un trésor caché pendant 120 ans. Que ce trésor ne fut pas d'un genre pécuniaire, c'était tout aussi clair. Non seulement on polémiquait avec l'avidité ingénue des alchimistes, mais on disait ouvertement que ce qui avait été promis était un grand changement historique. Et si quelqu'un n'avait pas encore compris, le manifeste suivant répétait qu'on ne devait pas ignorer une offre qui concernait les Miranda Sextae Aetatis, les merveilles du 6e et ultime rendez-vous. Et on réitérait. Si seulement il avait plu à Dieu de porter jusqu'à nous la lumière de son 6e candélabrum, si on pouvait lire tout dans un seul livre, et si le lisant, on comprenait et se rappelait ce qui a été, comme ce serait plaisant, si on pouvait transformer par le chant du message lu à voix haute les roches, lapis exhibis, en perles et pierres précieuses. Et on parlait encore d'arcanes secrets, et d'un gouvernement qui aurait dû être instauré en Europe, et d'un grand œuvre à accomplir. On disait que Christian Rosenkreutz était allé en Espagne, ou au Portugal, et qu'il avait montré aux doctes de là-bas où puiser au vrai indicia des siècles futurs. Mais en vain. Pourquoi en vain? Parce qu'un groupe templier allemand, au début du XVIIe siècle, mettait sur la place publique un secret très jalousement gardé, comme s'il fallait sortir à découvert pour réagir à quelques blocages du processus de transmission. Personne ne pouvait nier que les manifestes tentaient de reconstituer les phases du plan telles que les avait synthétisées Dieta Lévi. Le premier frère dont on signalait la mort, ou le fait qu'il était parvenu au terme, était le frère Io, qui mourait en Angleterre. Quelqu'un était donc arrivé triomphalement au premier rendez-vous. Et on mentionnait une deuxième et une troisième génération. Et jusque-là, tout aurait dû être régulier. La deuxième génération, l'anglaise, rencontre la troisième génération, la française, en 1584. Et les gens qui écrivent au début du XVIIe siècle peuvent parler seulement de ce qui est arrivé aux trois premiers groupes. Dans les notes chimiques, écrites par le jeune Andréen, et donc avant les manifestes, même si elles paraissent en 1616, on mentionnait 3 temples majestueux, les 3 lieux qui auraient dû être déjà connus. Cependant, je me rendais compte que les 2 manifestes parlaient certes dans les mêmes termes, mais comme s'il s'était produit quelque chose d'inquiétant. Par exemple, pourquoi tant insister sur le fait que le temps était venu, qu'était venu le moment, bien que l'ennemi eût mis en œuvre toutes ses ruses pour que l'occasion ne se concrétisât pas? Quelle occasion? On disait que le but final de ce Christian Rosenkreutz était Jérusalem, mais qu'il n'avait pas pu y arriver. Pourquoi? On louait les Arabes, parce que eux, ils échangeaient les messages, tandis qu'en Allemagne, les doctes ne savaient pas s'aider les uns les autres. Et il était fait allusion à un groupe plus grand qui veut accaparer toute la pâture pour soi. Ici, non seulement on parlait de quelqu'un qui cherchait à renverser le plan, pour suivre un intérêt particulier, mais aussi d'un renversement effectif. La Fama disait qu'au début, quelqu'un avait élaboré une écriture magique. Et bien sûr, le message de Provins. Encore que l'horloge divine enregistre toutes les minutes et que nous ayons peine à sonner les heures pleines. Qui avait manqué au battement de l'horloge divine? Qui n'avait pas su arriver à un certain point au bon moment? On faisait allusion à un noyau originaire de frères qui aurait pu révéler une philosophie secrète, mais ils avaient décidé de se disperser à travers le monde. Les manifestes dénonçaient un malaise, une incertitude, un sentiment de désarroi. Les frères des premières générations avaient fait en sorte d'être remplacés chacun par un successeur digne. Mais ils avaient décidé de tenir caché le lieu de leur sépulture, ce qui explique que nous l'ignorions encore aujourd'hui. À quoi faisait-on allusion? Qu'est-ce qu'on ignorait?
De quel sépulcre n'avait-on pas l'adresse? Il était évident que les manifestes avaient été écrits parce qu'une certaine information avait été perdue, et on faisait appel à qui, par hasard, la connaîtrait afin qu'il se manifestât. La fin de la fama est sans équivoque. Nous demandons de nouveau à tous les doctes en Europe de mesurer d'un esprit réfléchi la prière que nous leur adressons, de nous communiquer le résultat de leurs réflexions, car, même si pour l'heure nous n'avons pas encore révélé nos noms, quiconque nous fera parvenir son propre nom pourra s'entretenir avec nous de vive voix, ou, s'il existait quelque empêchement, par écrit. Exactement ce que se proposait de faire le colonel en publiant son histoire, contraindre quelqu'un à sortir du silence. Il y avait eu un saut, une pause, une parenthèse, une incohérence. Dans le sépulcre de CR, Christian Rosenkreuz, il n'y avait pas écrit seulement poste 120 Agnos Patevos, pour rappeler le rythme des rendez-vous, mais aussi Nequaquam vacuum. Non pas le vide n'existe pas, mais bien le vide ne devrait pas exister. Et en revanche, il s'était créé un vide qui devait être comblé. Mais une fois encore, je me demandais pourquoi ces considérations étaient-elles faites en Allemagne, où tout au plus la 4e génération devait simplement attendre, avec une sainte patience, que vint son tour. Les Allemands ne pouvaient pas se désoler. En 1614, d'un rendez-vous manqué à Marienbourg, puisque le rendez-vous de Marienbourg était prévu pour 1704. Seule une conclusion était possible. Les Allemands protestaient que ne se fût pas produit le rendez-vous précédent. Voilà la clé. Les Allemands de la 4e génération déploraient que les Anglais de la 2e génération eussent manqué les Français de la 3e génération. Mais bien sûr, on pouvait repérer dans le texte des allégories d'une transparence franchement puérile. On ouvre le tombeau de CR et on y découvre les signatures des frères du 1er et du 2e cercle, mais pas du 3e. Portugais et Anglais sont là, mais où sont les Français? En somme, les deux manifestes Rose-Croix faisaient allusion, si on savait les lire, au fait que les Anglais avaient manqué les Français. Et selon ce que nous avions établi de notre côté, les Anglais étaient les seuls à savoir où ils auraient pu trouver les Français. Et les Français les seuls à savoir où trouver les Allemands. Mais même si en 1704 les Français avaient déniché les Allemands, ils se seraient présentés sans les 2/3 de ce qu'ils devaient remettre. Les Rose-Croix sortent à découvert, risquant ce qu'ils risquent, car c'est là l'unique façon de sauver le plan. Nous ne savons donc pas avec certitude. Je le dis péremptoirement à Belbo et Guiotelli. Ils convinrent que le sens secret des manifestes était très ouvert, même pour un occultiste. À présent tout est clair, dit Guiotelli. Nous nous étions entêtés à penser que le plan s'était bloqué dans le passage entre Allemands et Pauliciens, et en revanche il s'était arrêté en 1584, dans le passage entre Angleterre et France. Mais pourquoi? Demanda Belbo. Avons-nous une bonne raison pour que, en 1584, les Anglais ne parviennent pas à concrétiser le rendez-vous avec les Français? Les Anglais savaient où était le refuge, mieux, ils étaient les seuls à le savoir. Il voulait la vérité, et il activa Aboulafia. Il demanda pour essayer une connexion des deux données seulement. Et l'output fut Minnie est la fiancée de Mickey, 30 jours à novembre, avec avril, juin et septembre. Comment interpréter? Demanda Belbo. Minnie a un rendez-vous avec Mickey, mais par erreur, elle le lui donne le 31 septembre, et Mickey... Arrêtez tous, dis-je. Minnie aurait pu commettre une erreur seulement si elle avait donné son rendez-vous le 5 octobre de l'année 1582. Et pourquoi? La réformation grégorienne du calendrier. Mais c'est normal. En 1582, entre en vigueur la réformation grégorienne qui corrige le calendrier julien. Et pour rétablir l'équilibre, elle abolit 10 jours du mois d'octobre, du 5 au 14. Mais le rendez-vous en France est pour l'année 1584, la nuit de la Saint-Jean, le 23 juin, dit Belbo. En effet, mais si mes souvenirs sont bons, la réformation n'est pas entrée tout de suite en vigueur partout. Je consultais le calendrier perpétuel que nous avions sur les étagères. Voici. La réformation est promulguée en 1582 et on abolit les jours du 5 au 14 octobre. Mais cela ne marche que pour le pape. La France adopte la réformation en 1583 et abolit les jours du 10 au 19 décembre.
En Allemagne, un schisme a lieu et les religions catholiques adoptent la Réformation en 1584, comme en Bohème, tandis que les religions protestantes l'adoptent en 1775. Vous comprenez? Presque 200 ans après. Pour ne rien dire de la Bulgarie, c'est là une donnée à tenir présente, qui l'adopte seulement en 1917. Voyons maintenant l'Angleterre. Elle passe à la Réformation grégorienne en 1752. Normal, en haine des papistes, ces anglicans résistent aussi pendant 2 siècles. Et alors, vous comprenez ce qui s'est passé. La France abolit 10 jours à la fin de l'année 1583. Et pour le mois de juin 1584, tout le monde s'est habitué. Mais quand en France c'est le 23 juin 1584, en Angleterre c'est encore le 13 juin. Et vous pouvez imaginer si un brave Anglais, tout templier qu'il soit, et surtout en ces temps où les informations allaient encore au ralenti, a tenu compte de cette histoire. Ils conduisent à gauche encore aujourd'hui et ils ignorent le système métrique décimal. Par conséquent, les Anglais se présentent au refuge leur 23 juin, qui pour les Français est désormais le 3 juillet. À présent, supposez que le rendez-vous ne dut pas avoir lieu en fanfare, fut une rencontre furtive dans un coin précis et à une heure précise. Les Français vont sur place le 23 juin. Ils attendent 1, 2, 3, 7 jours, et puis ils s'en vont en pensant qu'il est arrivé quelque chose. Et peut-être renoncent-ils désespérés, juste à la veille du 2 juillet. Les Anglais arrivent le 3 juillet, et ne trouvent personne. Et peut-être attendent-ils eux aussi 8 jours, et ils continuent à ne trouver personne. À ce point-là, les 2 grands maîtres se sont perdus. Sublime, dit Belleau. Ça s'est passé comme ça. Mais pourquoi ce sont les rose-croix allemands qui se remuent, et pas les Anglais? Je demandai un jour de plus, fouillai dans mon fichier, et revins au bureau rayonnant d'orgueil. J'avais trouvé une piste apparemment minime, mais c'est ainsi que travaille Sam Spade. Rien n'est insignifiant à son regard d'aigle. Vers 1584, John Dee, magicien et kabbaliste, astrologue de la reine d'Angleterre, est chargé d'étudier la réformation du calendrier julien. Les Anglais ont rencontré les Portugais en 1464. Après cette date, il semble que les îles britanniques sont saisies d'une ferveur kabbalistique. On travaille sur ce qu'on a appris en se préparant à la prochaine rencontre. John Dee est le chef de file de cette renaissance magique et hermétique. Il se constitue une librairie personnelle de 4000 volumes qui a l'air d'être organisée par les Templiers de Provins. Sa menace hieroglyphica paraît directement inspirée de la Tabula Smaragdina, Bible des alchimistes. Et que fait John Dee à partir de 1584? Il lit la Steganographia de Trithème, et il la lit sur manuscrit, parce qu'elle sortira pour la première fois imprimée dans les premières années du XVIIe seulement. Grand maître du noyau anglais qui a subi l'échec du rendez-vous manqué, Dee veut découvrir ce qui s'est passé, où l'erreur a eu lieu. Et comme il est aussi un bon astronome, il se frappe le front et dit « Quel imbécile j'ai été !» Et il se met à étudier la réformation grégorienne en obtenant un apanage d'Élisabeth pour voir comment réparer l'erreur. Mais il se rend compte qu'il est trop tard. S'il ne sait pas avec qui prendre contact en France, il a des contacts avec l'ère mitteleuropéenne. La Prague de Rodolphe II est un laboratoire alchimique. Et de fait, c'est précisément dans ces années-là que Dee va à Prague et rencontre Kunrat, l'auteur de cet Amphitheatrum Sapientiae Aeternae dont les tables allégoriques inspireront aussi bien Andrea que les manifestes Rose-Croix. Quel rapport établit Dee? J'ignore. Ravagé par le remords d'avoir commis une erreur irréparable, il meurt en 1608. N'ayez crainte, à Londres se met en branle une autre personnalité qui désormais, d'un consentement universel, a été un Rose-Croix et a parlé des Rose-Croix dans la Nouvelle Atlantide. Je veux dire Francis Bacon. Vraiment? Bacon en parle? Demanda Belleau. Pas vraiment. C'est un certain John Haydon qui réécrit la Nouvelle Atlantide sous le titre de The Holy Land. Et il y fait entrer les Rose-Croix. Mais pour nous, c'est parfait comme ça. Même si Bacon n'en parle pas ouvertement pour d'évidentes raisons de discrétion, c'est comme s'il en parlait. Et qui n'est pas d'accord que la peste l'emporte. Exact. Et c'est justement sous l'inspiration de Bacon qu'on cherche à resserrer encore davantage les rapports entre le milieu anglais et le milieu allemand. En 1613, ont lieu les noces entre Élisabeth, fille de Jacques Ier, qui est maintenant sur le trône, et Frédéric V, électeur palatin du Rhin. Après la mort de Rodolphe II, Prague n'est plus le lieu approprié, et c'est Heidelberg qui le devient.
Les noces du prince et de la princesse sont un triomphe d'allégorie templière. Au cours des cérémonies londoniennes, c'est Bacon soi-même qui s'occupe de la mise en scène, et l'on représente une allégorie de la chevalerie mystique avec une apparition de chevalier au sommet d'un coteau. Il est clair que Bacon, ayant succédé à Dee, est dorénavant grand maître du noyau templier anglais. Et comme il est d'évidence l'auteur des drames de Shakespeare, nous devrions relire aussi tout Shakespeare, qui certainement ne parlait de rien d'autre que du plan, dit Belbeau. Nuit de la Saint-Jean, songe d'une nuit d'été, de mi-été plus précisément. Le 23 juin, c'est le tout début de l'été, pas le midsummer. Une licence poétique de plus. Je me demande comment il se fait que personne n'ait jamais pensé à ces symptômes, à ces évidences. Tout me semble d'une clarté presque insupportable. Nous avons été égarés par la pensée rationaliste, fit Diotalevy. Je l'ai toujours dit, laisse continuer Casaubon. Il m'a l'air d'avoir fait de l'excellent travail. Quelques mots seulement. Après les fêtes londoniennes, débutent les festivités à Heidelberg, où Salomon de Causse avait construit pour les lecteurs les jardins suspendus dont nous avons vu une pâle évocation à certains soirs dans le Piémont, comme vous vous en souvenez. Au cours de ces réjouissances, surgit un char allégorique qui célèbre l'époux comme un jason, et aux deux mâts du navire représentés sur le char apparaissent les symboles de la toison d'or et de la jarretière. Et j'espère que vous n'avez pas oublié que toison d'or et jarretière apparaissent aussi sur les colonnes de Tomar. Tout coïncide. En l'espace d'un an, paraissent les manifestes Rose-Croix, le signal que les Templiers anglais, se prévalant de l'aide de quelques amis allemands, lancent à travers toute l'Europe afin de renouer les fils du plan interrompu. Mais où veulent-ils en venir? Nos innuisibles prétendus. Peut-être tentent-ils une double opération. D'un côté, lancer un signal aux Français, et de l'autre, renouer les fils éparpillés du noyau allemand, qui a été probablement fragmenté par la réforme luthérienne. Mais c'est justement en Allemagne qu'arrive le plus gros embryamini. De la sortie des manifestes jusqu'à 1621 environ, les auteurs reçoivent trop de réponses. Je citais quelques-unes des innombrables plaquettes qui avaient paru sur le sujet, celles avec lesquelles je m'étais amusé une nuit à Salvador, avec Amparo. Il est probable que dans le tas, il y en ait un qui sait quelque chose, mais il se confond d'une pléthore d'exaltés, d'enthousiastes, qui prennent à la lettre les manifestes, de provocateurs peut-être qui essaient d'empêcher l'opération, ou de cafouilleux. Les Anglais cherchent à intervenir dans le débat, à le régler. Ce n'est pas un hasard si Robert Flood, autre templier anglais en l'espace d'une année, écrit 3 ouvrages pour suggérer la bonne interprétation des manifestes. Mais la réaction est désormais incontrôlable. La guerre de 30 ans a commencé. L'électeur palatin a été vaincu par les Espagnols. Le Palatinat et Heidelberg sont terre de pillage. La Bohême est en flammes. Les Anglais décident de se replier sur la France et d'essayer là-bas. Voilà pourquoi en 1623, les Rose-Croix se manifestent avec leur proclamation à Paris et adressent aux Français plus ou moins les mêmes offres qu'ils avaient adressées aux Allemands. Et que lit-on dans l'un des libelles écrits contre les Rose-Croix à Paris, par quelqu'un qui se méfiait d'eux ou voulait troubler les eaux? Qu'ils étaient les adorateurs du diable, évidemment. Mais comme on ne parvient pas à gommer la vérité, même dans la calomnie, on insinue qu'ils se réunissaient dans le Marais. Et alors, mais vous ne connaissez pas Paris? Le Marais, c'est le quartier du Temple. Et le hasard fait bien les choses, le quartier du ghetto juif. À part le fait que ces libelles disent que les Rose-Croix sont en contact avec une secte de kabbalistes ibériques, les Alumbrados, peut-être les pamphlets contre les Rose-Croix, sous couvert d'attaquer les 36 invisibles, cherchent-ils à favoriser leur identification. Gabriel Naudet, bibliothécaire de Richelieu, écrit des instructions à la France sur la vérité de l'histoire des frères de la Rose-Croix. Quelles instructions? Est-ce un porte-parole des Templiers de la 3e génération? Est-ce un aventurier qui s'introduit dans un jeu qui n'est pas le sien? D'une part, on dirait qu'il veut faire lui aussi passer les Rose-Croix pour des diaboliques de 4 sous. D'autre part, il lance des insinuations. Il dit qu'il y a encore 3 collèges Rose-Croix par le monde, et ce serait vrai. Après la 3e génération, il y en a encore 3. Il donne des indications qui touchent au fabuleux. L'un se trouve en Inde, dans les îles flottantes, mais il suggère qu'un des collèges est situé dans les souterrains de Paris. Personnellement, vous croyez que tout ça explique la guerre de 30 ans? Demanda Belbeau. Sans aucun doute, dis-je. Richelieu tient de des informations privilégiées. Il veut mettre la main à la pâte dans cette histoire, mais il rate tout.
intervient militairement et brouille encore plus les cartes. Cependant, je ne négligerai pas deux autres fêtes. En 1619, se réunit le chapitre des Chevaliers du Christ à Tomar, après 46 ans de silence. Il s'était réuni en 1573, peu d'années avant 1584, probablement pour préparer le voyage à Paris avec les Anglais, et après l'affaire des manifestes Rose-Croix, il se réunit de nouveau pour décider quelle ligne suivre. S'associer à l'opération des Anglais ou tenter d'autres voies. Bien sûr, dit Belleau, ce sont désormais des gens égarés dans un labyrinthe. Qui choisit une voie, qui en choisit une autre. On fait courir des bruits, on ne comprend pas si les réponses qu'on entend sont la voix de quelqu'un d'autre ou un écho de sa propre voix. Ils avancent tous à tâtons. Et que pourront bien faire entre-temps Pauliciens et hiérosolites? On aimerait bien le savoir, dit Diotallevi. Mais je ne négligerai pas le fait que c'est à cette époque que se répand la cabale luriane et qu'on commence à parler du bris des vases. Et à cette époque circule de plus en plus l'idée de la Torah comme message incomplet. Il existe un écrit assidien polonais qui dit « S'il s'était en revanche produit un autre événement, d'autres combinaisons de lettres seraient nées. » Pourtant, bien entendu, les kabbalistes n'aiment pas que les Allemands aient voulu devancer les temps. La juste succession et l'ordre de la Torah sont restés cachés. Et ils ne sont connus que du saint. Loué soit-il. Mais ne me faites pas dire des folies. Si la sainte Kabbale aussi est impliquée dans le plan, si plan il y a, il doit tout impliquer. Ou il est global, ou il n'explique rien, dit Belleau. Mais Casaubon avait parlé d'un second indice. Oui, et même c'est une série d'indices. Encore avant que la rencontre de l'année 1584 ne rate, John Dee avait commencé à s'occuper d'études cartographiques et à organiser des expéditions navales. Et à coquiner avec qui? Avec Pedro Núñez, cosmographe royal du Portugal. Dee joue de son influence sur les voyages de découverte pour le passage au nord-est vers le Cathay. Il investit de l'argent dans l'expédition d'un certain Frobisher qui pousse jusque vers le pôle et en revient avec un esquimau que tout le monde prend pour un mongol. Il aiguillonne Francis Drake et l'incite à faire son voyage autour du monde. Il veut qu'on voyage vers l'Est parce que l'Est est le principe de toute connaissance occulte et au départ de je ne sais plus quelle expédition, il évoque les anges. Et ça voudrait dire quoi? Il me semble que Dee n'était pas vraiment intéressé à la découverte des lieux, mais à leur représentation cartographique. Raison pourquoi il avait travaillé en contact avec Mercator et avec Ortelius, grand cartographe. C'est comme si à partir des nombreux messages qu'il tenait entre les mains, il avait compris que la reconstitution finale devait amener à la découverte d'une carte et qu'il cherchait à y arriver pour son propre compte. Mieux, je serais tenté de dire plus, comme M. Garamond. Est-il possible qu'à un homme d'étude de son gabarit eût vraiment échappé la discordance entre les calendriers? Et s'il l'avait fait exprès? Dee a l'air de vouloir reconstituer le message tout seul, passant par-dessus les autres groupes. Je soupçonne qu'avec Dee, l'idée fasse son chemin que le message puisse être reconstitué par des moyens magiques ou scientifiques, mais sans attendre que le plan s'accomplisse. Syndrome d'impatience. Le bourgeois conquérant est en train de naître, et se corrompt le principe de solidarité sur quoi reposait la chevalerie spirituelle. Si telle était bien l'idée de Dee, que dire de Bacon? À partir de ce moment, les Anglais s'emploient à la découverte du secret en mettant à profit tous les secrets de la nouvelle science. Et les Allemands? Les Allemands, il sera bon de leur faire suivre la voie de la tradition. Ainsi pouvons-nous expliquer au moins 2 siècles d'histoire de la philosophie, empirisme anglo-saxon contre idéalisme romantique. Et nous sommes graduellement en train de reconstituer l'histoire du monde, dit Diotallevi. Nous sommes en train de réécrire le livre. Ça me plaît, ça me plaît. Un autre cas curieux. Que les jours suivants, Jacopo Belleau se mit à dévorer des ouvrages historiques autour de la période des Rose-Croix, cela me sembla évident. Pourtant, lorsqu'il nous raconta ses conclusions, de ses affabulations, il nous donna la trame nue, dont nous tirâmes de précieuses suggestions. Mais je sais à présent qu'il était en train d'écrire sur Aboulafia une histoire bien plus complexe, où le jeu frénétique des citations se mêlait à ses mythes personnels. Placé devant la possibilité de combiner des fragments d'une histoire qui appartenait à d'autres, il retrouvait l'impulsion d'écrire, sous une forme narrative, sa propre histoire. À nous, il ne le dit jamais. Et me reste le doute s'il expérimentait avec un certain courage ses possibilités d'agencer une fiction
ou s'il ne s'identifiait pas comme un quelconque diabolique avec la grande histoire qui déraillait. Fit même l'étrange cabinet du docteur D. Longtemps j'oublie d'être Talbot, depuis que j'ai décidé de me faire appeler Kelly, au moins. Dans le fond, je n'avais que falsifié les papiers, comme tout le monde. Les hommes de la reine sont sans merci. Pour couvrir mes pauvres oreilles coupées, je suis forcé de porter cette calotte noire. Et ils ont tous murmuré que j'étais un magicien. Alors, ainsi soit-il, sauf être nommé le docteur dit Prosper. Je suis allé le trouver à Mortlake, et il était en train d'examiner une carte géographique. Il s'est montré vague, le diabolique vieillard, éclair sinistre dans ses yeux rusés, la main ossue qui caresse une barbiche caprine. C'est un manuscrit de Roger Bacon, me dit-il, et il m'a été prêté par l'empereur Rodolphe II. Vous connaissez Prague? Je vous conseille de la visiter, vous pourriez y déceler quelque chose qui changera votre vie. Tabula locurum rerum et thesarurum absconditorum menabani. En lorgnant de côté, je vis quelque chose de la transcription d'un alphabet secret qu'essayait le docteur. Mais il cacha aussitôt le manuscrit sous une pile d'autres feuilles jaunies. Vivre à une époque et dans un milieu où chaque feuille, même si elle vient de sortir de la forme du papetier, est jaunie. J'avais montré au docteur dit certains de mes essais, surtout mes poésies sur la Dark Lady, si lumineuse image de mon enfance, sombre parce que réabsorbée par l'ombre du temps qui s'était dérobé à ma possession. Et un de mes canevas tragiques, l'histoire de Jim de la Papaye qui revient en Angleterre à la suite de Sir Walter Raleigh et découvre son père tué par son frère incestueux, Jusquiam. Vous avez les dons qu'elle est, m'avait dit. Il y a un jeune homme, fils naturel de vous ne pouvez même pas oser imaginer qui, et je veux le faire s'élever en renommée et honneur. Il a un talent médiocre, vous serez son âme secrète. Écrivez, et vivez à l'ombre de sa gloire à lui. Seuls vous et moi saurons que c'est la vôtre qu'elle est. Et me voilà depuis des années rédigeant les canevas qui, pour la reine et l'Angleterre tout entière, circulent sous le nom de ce jeune homme pâle. If I have seen further, it is by standing on ye shoulders of a dwarf. J'avais 30 ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. William, je lui ai dit, fais-toi pousser les cheveux sur les oreilles, ça te va bien. J'avais un plan, me mettre à ta place. On peut vivre en haïssant le secou la lance qu'on est en réalité. That sweet thief which soul erupts from me. Du calme qu'elle est, me dit-il. Grandir dans l'ombre le privilège de qui se prépare à la conquête du monde. Keep a low profile. William sera une de nos façades. Et il m'a mis au courant, ou en partie seulement, du complot cosmique. Le secret des Templiers. La mise, j'ai demandé. Ye globe. Longtemps je me suis couché de bonne heure, mais un soir à minuit, j'ai fouillé dans le coffret privé de Dee, j'ai découvert les formules, j'ai voulu évoquer les anges, ainsi qu'il fait par les nuits de pleine lune. Dee m'a trouvé renversé sur le sol, au centre du cercle de macrocosme, comme frappé d'un coup de fouet. Au front, le pentacle de Salomon. Maintenant, je dois encore plus la tirer sur les yeux, ma calotte. Tu ne sais pas encore comment on fait, m'a dit Dee. Gaffe à toi, ou je te ferai arracher le nez aussi. I will show you fear in a handful of dust. Il a levé une main décharnée et a prononcé le mot terrible, Garamond. Je me suis senti brûler d'une flamme intérieure. Je me suis enfui dans la nuit. Il a fallu 1 an pour que Dee me pardonnât et me dédiât son 4e livre Les Mystères. Post reconciliationem Elianam. Habitant masqué des plafonds, attention, Dee m'a convoqué à Mortlake. À part moi, il y avait William, Spencer et un jeune homme aristocratique au regard fuyant, Francis Bacon. He had a delicate, lively hazel eye. Dr. Dee told me it was like the eye of a viper. Dee nous a mis au courant d'une partie du complot cosmique. Il s'agissait de rencontrer à Paris l'aile franque des Templiers et de réunir 2 parties d'une seule et même carte. Dee et Spencer partiraient accompagnés de Pedro Nunez. À moi et à Bacon, il confia certains documents sous serment à ouvrir au cas où il ne reviendrait pas. Ils revinrent, s'abreuvant d'insultes à qui mieux. Ce n'est pas possible, disait Dee. Le plan est mathématique. Il a la perfection astrale de ma bonace hiéroglyphica. Nous devions les rencontrer. C'était la nuit de la Saint-Jean. J'ai horreur d'être sous-estimé. Je dis, la nuit de la Saint-Jean. Pour nous ou pour eux. Dee se donna une tape sur le front
et se mit à vomir d'épouvantables jurons. « Oh, dit-il, from what power hast you this powerful might ?» Le pâle William notait la phrase. Le vil plagiaire dit consultait, fébrile, des almanachs et des éphémérides. « Sang de Dieu, nom de Dieu, comment ai-je pu être aussi stupide ?» Il insultait Nunez et Spencer. « Il faut donc que je pense à tout. Cosmographe de mes deux, hurla-t-il, livide à Nunez. Et puis, à Nathaniel Zorobabel, cria-t-il. Et Nunez fut frappé comme par un bélier invisible à l'estomac. Il recula, pâle de quelques pas, et il s'affaissa par terre. « Imbécile, lui dit-il. Spencer était pâle. Il dit péniblement « On peut lancer un appât. Je suis en train de terminer un poème, une allégorie sur la reine des fées, où j'étais tenté de mettre un chevalier à la Croix-Rouge. Laissez-moi écrire. Les vrais Templiers se reconnaîtront, ils comprendront que nous savons, et ils prendront contact avec nous. Je te connais, lui dit-il. Avant que tu aies écrit, et que les gens remarquent ton poème, il passera un lustre et même davantage. Mais l'idée de l'appât n'est pas idiote. Pourquoi ne communiquez-vous pas avec eux au moyen de vos anges, docteur, lui demandai-je. Imbécile, dit-il de nouveau, et cette fois-ci en s'adressant à moi. Tu n'as pas lu Triton? Les anges du destinataire interviennent pour mettre au clair un message, s'il le reçoit. Mes anges ne sont pas des courriers à cheval. Les Français sont perdus, mais j'ai un plan. Je sais comment trouver quelqu'un de la génération allemande. Il faut aller à Prague. Nous entendîmes un bruit. Une lourde portière de Damas se soulevait. Nous entrevîmes une main diaphane, puis elle apparut, la Vierge entière. Majesté, dîmes-nous en nous agenouillant. Dis, dit-elle, je sais tout. Ne croyez pas que mes ancêtres ont sauvé les chevaliers pour ensuite leur octroyer la domination du monde. J'exige, vous comprenez, qu'à la fin, le secret soit l'apanage de la couronne. Majesté, je veux le secret à tout prix, et je le veux pour la couronne. Je veux en retrouver les autres possesseurs si c'est le chemin le plus court, mais quand ils m'auront confié stupidement ce qu'ils savent, il ne me sera pas difficile de les éliminer, ou par le poignard, ou par l'aqua tofana. Sur le visage de la Reine Vierge se peignit un sourire atroce. Ainsi, c'est bien, dit-elle, mon bon dit. Je ne veux pas beaucoup, seulement le pouvoir total. À vous, si vous réussissez, la jarretière, à toi, William, et elle s'adressait de bris douceur au petit parasite, une autre jarretière et une autre toison d'or. Suis-moi. Je suis sur elle, l'oreille de William. Perforce, I am thine, and that is in me. William me gratifia d'un regard d'onctueuse reconnaissance et suivit la reine, disparaissant derrière la portière. Je tiens la reine. Je fus avec Dee dans la ville d'or. Nous parcourions des passages étroits des malodorants, non loin du cimetière juif, et Dee me disait de faire attention. Si la nouvelle du contact manqué s'est répandue, disait-il, les autres groupes doivent se remuer pour leur propre compte, je crains les juifs. Les hiérosolymitains ont ici à Prague trop d'argent. C'était le soir. La neige luisait, bleuâtre. Devant la sombre entrée du quartier juif, les éventaires de la foire de Noël étaient accroupis avec au milieu d'eux, tendus de draps rouges et éclairés par des torches fumantes, la scène obscène d'un théâtre de marionnettes. Mais sitôt après, on passait sous une arcade de pierre de taille, et près d'une fontaine en bronze, dont les grilles laissaient pendre des stalactites de glace, s'ouvrait la voûte d'un autre passage. Sur de vieilles portes, des têtes d'or et de lion mordaient des anneaux de bronze. Un léger frémissement courait le long de ces murs, d'inexplicables râles roulaient des toits bas et coulaient dans les chaînes d'eau. Les maisons trahissaient une existence fantomatique, occulte d'âme de la vie. Un vieil usurier enveloppé dans une cimare élimée nous effleura presque en passant et il me sembla l'entendre murmurer « Gardez-vous d'Anatasius Permat !» Dee murmura à son tour « Je crains un tout autre Athanasius !» Et soudain, nous fûmes dans la ruelle des faiseurs d'or. Ici, et les oreilles que je n'ai plus frissonnent à se souvenir sous ma calotte râpée, tout à coup, dans l'obscurité d'un nouveau passage inattendu, se campa devant nous un géant. Un horrible être gris à l'expression atone. Le corps quadrafactaire à patine couleur bronze appuyé sur un lourd bâton de bois blanc tourné en spirale. Une intense odeur de santal émanait de cette apparition. J'éprouvais une sensation d'effroi mortel coagulée par enchantement tout entier dans cet être qui était devant moi, et pourtant, je ne pouvais détourner le regard de la boule vapeur pâle qui lui enveloppait les épaules. Et c'est avec peine que j'arrivais à distinguer la face rapace d'un ibis égyptien, et derrière elle, une multiplication de visages, cauchemar de mon imagination et de ma mémoire.
Les contours du fantôme, qui se découpaient dans l'obscurité du passage, se dilataient et se rétractaient, comme si une lente respiration minérale envahissait la silhouette entière. Et horreur, à la place des pieds, comme je le fixais, je vis sur la neige des moignons osseux dont la chair grise et vide de sang était remontée jusqu'à la cheville en bourrelet gonflé. Oh, mes voraces souvenirs! Le golem, dit. Puis il leva les 2 bras au ciel et sa cimarre noire retombait avec ses amples manches au sol, comme pour créer un sabulum, un cordon ombilical entre la position aérienne des mains et la surface ou les profondeurs de la terre. Jézabel, Malkout, smoke gates in your eyes, dit-il. Et tout à trac, le golem se dissolut tel un château de sable frappé par un coup de vent. Nous fûmes presque aveuglés par les particules de son corps d'argile qui se fragmentaient comme des atomes dans l'air. Et à la fin, nous eûmes à nos pieds un petit tas de sang brûlé. Guy se pencha, fouilla de ses doigts décharnés dans cette poussière, en retira un bout de parchemin qu'il cacha sur sa poitrine. Ce fut à ce point-là que surgit de l'ombre un vieux rabbin à la kippa graisseuse qui ressemblait beaucoup à ma calotte. « Le docteur dit, je suppose, dit-il. » « Here comes everybody, répondit humblement Guy. « Rabbi Alevi, quel plaisir de vous voir. » Et l'autre. « Par hasard, n'avez-vous pas vu un maître en train de rôder dans les parages ?»« Un maître, dit Guy, en feignant l'étonnement. De quelle facture ?»« Au diable dit Rabbi Alevi. C'était mon golem. »« Votre golem? Je n'en sais rien. »« Attention à vous, docteur dit Lévi de Rabbi Alevi. La partie que vous jouez vous dépasse. »« J'ignore de quoi vous voulez parler, Rabbi Alevi, dit Guy. Nous sommes ici pour fabriquer quelques onces d'or à votre empereur. Nous ne sommes pas des nécromanciens de 4 sous. Rendez-moi au moins les bouts des parchemins, implora Rabbi Alevi. Quel bout de parchemin, demanda dit avec une diabolique ingénuité. Soyez maudit, docteur dit le rabbin. En vérité, je vous l'ai dit, vous ne verrez pas l'aube du siècle nouveau. Et il s'éloigna dans la nuit en murmurant d'obscures consonnes sans aucune voyelle. Oh, langue diabolique et sainte. Guy s'était adossé au mur humide du passage, le visage terreux, les cheveux dressés sur la tête, comme ceux du serpent. « Je connais Rabbi Alevi, dit-il. Je mourrai le 5 août 1608, calendrier grégorien. Et donc, quel est? Aidez-moi à mettre en œuvre mon projet. C'est vous qui devrez le mener à son terme. Gilding Pale Stream, with Heavenly Alchemy. Rappelez-vous, je me le serai rappelé. Et William avec moi, et contre moi. » Il ne dit plus rien. La brume pâle qui frotte son dos contre les vitres, la fumée jaune qui frotte son dos contre les vitres, passait sa langue sur les angles du soir. Nous étions maintenant dans une autre ruelle, des vapeurs blanchâtres émanaient des grilles, un ras de terre, par où on apercevait des boules aux murs de guingois, scandés à travers une gradation de gris fuligineux. J'entrevis alors qu'il descendait à tâtons un escalier, aux marches anormalement orthogonales, la silhouette d'un vieil homme à la redingote élimée et au grand chapeau haute forme. Guy aussi le vit. « Caligari !» s'exclama-t-il. « Ici, lui aussi. Et chez Madame Sosostris, the famous clairvoyante. Il faut faire vite !» Nous doublâmes le pas et parvinrent à la porte d'une bicoque dans une venelle à l'éclairage douteux sinistrement sémite. Nous frappâmes. La porte s'ouvrit comme par enchantement. Nous entrâmes dans un vaste salon orné de chandeliers à 7 branches, tétragrammes en relief, étoiles de David en éventail. Des vieux violons couleur de glacis de tableaux anciens s'entassaient à l'entrée sur une table d'une anamorphique irrégularité. Un grand crocodile pendait momifié de la haute voûte de l'antre, oscillant légèrement à la brise du soir, à la faible clarté d'une seule torche, ou de nombreuses, ou d'aucune.